Bonjour Olivier Véran. Bonjour Hôtel Krief. Merci beaucoup de partager avec nous ce premier café depuis 6 mois à la terrasse du bistrot de Gaspard qui est juste en bas de votre ministère. C'est un moment important, la réouverture progressive, mais quand même, est-ce que c'est la fin du tunnel? Je vais vous le demander, mais vous sentez comment ce matin? Moi parfaitement en forme. Dans quelques minutes, je me rendrai au Conseil de défense et de sécurité nationale pour relater la situation épidémique et la gestion des hôpitaux au président de la République, au Premier ministre, au ministre présent, comme je le fais toutes les semaines, parce que je n'oublie pas qu'effectivement aujourd'hui est une étape clé pour tous les Français, et j'en fais partie évidemment, avec la réouverture des terrasses, la réouverture des musées, la réouverture des théâtres, des cinémas, des commerces. Tout ce que les Français voulaient revivre On va respirer. recommence aujourd'hui, mais recommence progressivement, parce que la crise sanitaire, hélas, et c'est aussi mon rôle de le rappeler, n'est pas totalement derrière nous. Il y a encore plus de 10 000 contaminations par jour, 4 000 malades atteints de Covid dans les réanimations. Et donc, je continue d'être cette vigie active et qui veille avec toutes mes équipes ici au sein de ce ministère pour faire en sorte que ce déconfinement se passe au mieux, de manière progressive, et qu'on puisse laisser le plus possible le virus derrière nous. Mais Olivier Véran, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, on ne va pas la rater cette sortie? On va y arriver parce que les Français ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être confortés et d'être optimistes, de retrouver de l'optimisme. Mais les Français ont raison de vouloir être optimistes, parce que les Français ont été très courageux. Parce que ça fait plus d'1 an qu'on est dans une pandémie avec des hauts et des bas. Souvenons-nous que nous avons déjà réussi un déconfinement, c'était le 11 mai 2020. On a été déçus après, il y a eu une deuxième vague, il y a eu une troisième vague. On a perdu un peu la naïveté au moins. Le sujet du déconfinement n'était pas de savoir s'il était réussi ou non, parce qu'en l'occurrence, pendant 5 mois, le pays avait retrouvé quasiment toutes ses couleurs. Pas totalement, mais quasiment. Et les Français avaient pu partir en vacances, ils avaient retrouvé la joie de vivre qui nous caractérise. Ça va être la même chose? Je le pense très sincèrement et nous faisons tout pour que ça se passe au mieux. On va passer un bel été tranquille et après on va se demander s'il y a une quatrième vague, c'est ça? Nous resterons vigilants, très vigilants, avec les équipes dans les ARS, au ministère. Les Français eux-mêmes devront rester vigilants encore pendant un moment parce que si la vaccination progresse vite et que c'est un bel outil de protection, il faut que nous soyons sûrs dans la durée qu'elle nous protège parce que vous le savez que le monde entier a été percuté par des variants qui ont pu apparaître ça et là et qui ont provoqué des vagues, y compris dans des pays qui pensaient en avoir terminé avec le Covid. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tous sur la planète quasiment dans le même bateau. Nous faisons face au même virus, nous avons des armes supplémentaires énormes par rapport à l'année dernière. Ce sont les vaccins. Nous avons appris, nous avons compris du virus, de la crise épidémique, de comment le combattre avec efficacité. Donc je suis résolument optimiste. Je suis optimiste sur les conditions de réussite de ce déconfinement. Je resterai prudent pour vous dire si c'est complètement derrière nous. Nous verrons l'automne prochain, voire l'hiver prochain, si nous n'avons pas de nouvelles vagues, de nouveaux variants, si les choses se passent au mieux. Alors là, nous pourrons tourner la page du Covid. Donc c'est impossible de dire aujourd'hui, allez, sortez, sans souci, tout est fini, on recommence à zéro, la vie, pas la vie d'avant parce qu'on est marqué par tout ce qui vient de se passer, mais la vraie vie. Si nous voulons retrouver la vraie vie et la retrouver dans la durée, nous devons y aller progressivement. Nous devons limiter les risques, faire attention avec nos contacts sociaux. Je sais que, et c'est mon rôle de le dire, Hôtel Krief, c'est mon rôle de le dire, de faire attention, de continuer à porter le masque lorsqu'il est exigé, de continuer de se laver les mains, de continuer de respecter les critères et les jauges, de faire gaffe en sorte. Parce que beaucoup de pays, et la France d'ailleurs à certains endroits, ont connu des clusters qui ont pu entraîner des départs de contamination ça et là, même l'été dernier, souvenez-vous, en Mayenne, en Guyane encore, parce que des situations avaient été propices à la circulation du virus. Faisons attention, profitons de la vie progressivement et nous retrouverons notre bonheur d'être ensemble dans la durée. Vous avez évoqué le fait qu'on allait peut-être bientôt pouvoir tomber le masque à l'extérieur. À peine évoqué, plusieurs départements qui l'annoncent et puis qui font marche arrière. L'Ardèche, la Creuse, la Seine-et-Marne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà un peu le désordre. Ça veut dire que factuellement, les préfets ont le droit, une fois qu'ils ont concerté les agences régionales de santé, d'imposer ou non le masque en extérieur. Mais ça veut dire aussi que le moment n'était pas venu d'envoyer ce signal aux Français. Aujourd'hui est une étape importante du déconfinement. Vous l'avez dit trop tôt. Ah non, je n'ai pas dit au préfet qu'on pouvait enlever le masque. J'ai dit que dès que nous le pourrions et que ce moment viendrait, et qu'il viendrait notamment dans les espaces très aérés, quand on se promène dans des parcs, quand on est sur la plage, je souhaite que nous puissions rapidement proposer aux Français de ne plus être obligés de porter le masque. Mais attention, ça ne veut pas dire que partout à l'extérieur, on ne serait plus obligé de le porter, au moins dans un premier temps. Si vous êtes dehors au milieu d'une foule avec une concentration de population, il faut continuer de se protéger. Mais vous savez, Hôtel Krief, au-delà de l'obligation, les Français ont compris que les masques les protégeaient
Et je regarde certains pays qui sont revenus sur l'obligation de port de masque en extérieur. Beaucoup de personnes continuent de le porter ou l'ont avec eux pour pouvoir le porter dans les bonnes situations. Par exemple, vous et moi sommes à 1,50 m de distance, à la terrasse d'un café, en extérieur, très peu entourés. Nous ne portons pas le masque, mais quand je me lèverai, et quand bien même je ne serai pas obligé de le faire, si je vais m'adresser au patron du café pour le saluer, lui souhaiter une bonne reprise, je mettrai le masque. Parce que c'est pas moi que je cherche à protéger, c'est lui au cas où je pourrais être potentiellement Ça veut dire quoi, l'année contagieux. prochaine, même si l'épidémie finalement est bien endiguée, on continuera à porter le masque régulièrement dans certaines situations pour se protéger d'autres maladies, de la grippe ou d'autres? Alors ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment le Covid dont il D'accord. faut se protéger. Et donc, il faut limiter les risques d'exposition dans la période encore pendant quelques temps. Et progressivement, on sera amené à perdre l'outil masque pour le Covid. Sur quels critères? Comme ça, les Français le savent. Quels critères feront que vous direz, oui, on peut tomber le masque en Les quelque taux sorte? d'incidence, c'est-à-dire le niveau de contamination, de circulation du virus. Vous avez aujourd'hui encore 13-14 000 Français qui se contaminent tous les jours au Covid. Donc ça veut dire que le virus, il continue de circuler dans nos villes. Donc il faut rester Justement, vigilant. l'année dernière, quand on a déconfiné, on était à 5000 cas. Aujourd'hui, on est à 14 000. Le taux de tension en réanimation en Île-de-France, il est à 108%, 111% dans les Hauts-de-France. Il y a beaucoup de médecins qui se disent c'est peut-être un peu trop tôt. C'est une décision plus politique que sanitaire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. D'abord, nous faisons plus de 2 millions, 2,5 millions de tests par semaine. Nous sommes le pays d'Europe qui teste le plus. L'année dernière, nous n'avions pas ces capacités de test. Donc aujourd'hui, nous savons de manière beaucoup plus précise combien de cas sont diagnostiqués par jour, ce qui n'était peut-être pas le cas l'année dernière. Ensuite, ce qui a changé la donne, Ruth Elkrieff, c'est la vaccination. Les 3/4 des personnes qui sont à risque d'aller en réanimation parce que du fait de leur âge, ont reçu au moins une injection de vaccin et donc ont commencé leur parcours de protection. Ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, vous avez la dynamique épidémique qui est déclinante, moins 25, moins 30% de circulation du virus chaque semaine. Et les réanimations retrouvent un peu d'oxygène. Nous sommes à moins de 4000 malades ce matin dans les réanimations françaises du fait du Covid. Nous étions montés à 6000 malades. Donc évidemment, mon discours n'est pas de dire, et c'est mon rôle encore une fois, n'est pas de dire c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, on rouvre et c'est terminé. Et il n'est pas non plus de dire ou de reconnaître que ce serait une décision politique et pas sanitaire. Mon rôle, il est de dire qu'à chaque fois qu'on a demandé des efforts aux Français, à chaque fois qu'on a mis en place des mesures de freinage, à chaque fois qu'on a été obligé de dire à des commerçants, à des cafetiers qui ne pouvaient pas rouvrir ou pas rouvrir dans les conditions normales, c'est parce que nous étions obligés de le faire, parce qu'il y avait un risque pour les Français. Bon, c'est toujours ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Mais certains ont dit quand même que vous les avez enfermés, on vous a traité de Cassandre, porteurs de mauvaises nouvelles, de manipulateurs, vous avez fait peur aux Français. Voilà, il y a aussi quelque part dans l'opinion ce sentiment. Mais vous voyez les deux questions que vous venez de me poser coup sur coup. La première question, c'était est-ce Est-ce que que c'est vous ne assez déconfinez pas suffisamment est-ce que vous ne déconfinez pas trop tôt? Et juste après, vous me dites finalement, est-ce que vous n'avez pas trop confiné? Il est normal de s'interroger. Et les Français constituent un peuple intelligent qui réfléchit, qui critique et qui doute. C'est ce qui fait aussi notre force collective. C'est ce qui fait qu'on a été solide pendant la crise. Parce qu'au fond, se poser les questions, réfléchir, interroger, critiquer, ça ne veut pas dire être en lutte contre ou en opposition contre. Et ce que je constate, c'est que pendant 15 mois, les règles sanitaires ont été respectées dans notre pays et qu'au fond, les choses ont été comprises. L'idée n'est pas de convaincre tout le monde du bien fondé des décisions que nous prenons. L'idée, c'est que chacun ait conscience de ce qui est amené à le protéger ou de ce qui peut l'exposer, lui ou ses proches, au risque viral. Le vaccin, vous avez reçu la première injection d'AstraZeneca, on l'a vu à la télévision. Vous avez reçu la deuxième? J'ai reçu la deuxième injection, c'était il y a plus de 15 jours, en Moderna, ce qui veut dire que je suis désormais totalement protégé par la vaccination. On a eu l'impression quand même que le pays était trop lent sur la vaccination. Le rapport de Didier Pittet, le professeur suisse, est relativement nuancé. Il dit que la France s'est bien redressée, mais qu'elle a quand même été assez mauvaise sur les masques, sur les tests, on n'y revient pas, mais sur les vaccins. Moi, j'ai vraiment une question, c'est un mystère pour moi. Vous y avez vraiment cru au vaccin, à l'ARN messager, ou est-ce qu'au contraire, le gouvernement a, dans le fond, intégré les arguments des anti-vax et a été particulièrement timoré dans cette démarche vaccinale? Alors, moi je crois en la science. Pardon, c'est basique. Ça s'est pas vu Mais tout de suite. si. Moi je crois en la science. C'est-à-dire que j'attends que des données soient scientifiquement validées avant de me réjouir. Et
Nous avons toujours suivi scrupuleusement les règles internationales et nationales en matière de politique sanitaire. Ça m'a été reproché d'ailleurs, mais ça m'a aussi évité de faire des grosses boulettes et de céder à certaines sirènes et d'intoxiquer les Français avec des choses qui ne les auraient pas protégés et qui pouvaient potentiellement les exposer. On n'a pas eu trop de retard. Là, en l'occurrence, par exemple, vous avez dit une phrase, Routel ceux Krief, qui ne oui. sont pas vaccinés seront défavorisés par rapport aux autres. Et terminer la phrase que j'ai dite. Mais non, mais est-ce Je que... dis ceux qui ne sont pas vaccinés sont défavorisés par rapport aux autres parce qu'ils ne sont pas protégés contre le Covid par le vaccin. Mais est-ce qu'on va assez vite Ça ne veut pour pas dire qu'ils sont protéger tout défavorisés le dans la monde? société, ça veut dire Non, que bien sûr. c'est leur santé qui est plus à risque. Nous Oui, sommes mais est-ce à- que du coup, est-ce qu'on va assez vite? Parce que regardez, en Allemagne, on ouvre la vaccination à tous le 7 juin prochain. En France, on continue à avoir une vaccination progressive avec des mini-ouvertures, mais ça reste assez lent. Routel Krief en décembre, au mois de décembre. On a dit aux Français, le 15 avril, on aura fait 10 millions de primo-vaccinations. Le 15 mai, on en aura fait 20 millions. Le 15 juin, on en aura fait 30 millions. On l'a dit en décembre. Les vaccins n'étaient pas encore livrés. Au 15 mai, nous avons fait 20 millions de primo-injections de vaccins. Rendez-vous compte d'abord de la prouesse scientifique que ça représente. S'il y a 6 mois, on s'était réunis et qu'on s'était dit qu'on n'aurait pas un, mais 4 vaccins efficaces et sûrs pour protéger les Français et que nous aurions déjà proposé la vaccination à 20 millions de Français, honnêtement, il y a 6 mois, Routel Krief, on en avait parlé. Ensuite, vous avez la stratégie vaccinale et la logistique vaccinale. Oui, la France a fait un choix. Le choix, il était de dire, en priorité, on va éviter aux gens de mourir et on va éviter aux gens d'aller en réanimation, voire à l'hôpital. Or, qui mourrait du virus ? Qui peut aller en réanimation le plus que les autres? Ce sont les personnes les plus âgées. Nous avons vacciné d'abord les EHPAD, ensuite les personnes très âgées, moins âgées, et ensuite vient le temps de la population générale. Vous citez l'Allemagne. 7 juin, ouverture de la vaccination pour tous. Aujourd'hui, nous avons fixé une date qui est aux alentours de la mi-juin, c'est-à-dire aux alentours du 15 juin. Pour nous, en France, vers le 15 juin, Oui, ce donc, sera la vaccination attendez, ouverte à tous. Une semaine. Et il n'y aura pas de non, mais doute, pour il n'y a une- pas de... Pour une semaine d'écart, Routel Krief, si cette semaine devait nous permettre, nous verrons d'ailleurs si nous restons sur la date du 15 juin ou non, mais si cette semaine Ça devait peut nous être permettre... avant, ça peut Mais être avant. ce que nous voulons, c'est véritablement nous donner tous les moyens pour que les Français les plus fragiles puissent avoir accès au vaccin avant de permettre aux jeunes, qui sont moins à risque de formes graves, de se faire massivement vacciner. Notre objectif, il n'est pas d'empêcher les gens de se faire vacciner. Et croyez-moi, moi, tout mon job, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre s'il le faut, c'est de continuer à aller chercher des Français qui seront peut-être un peu plus dans l'insouciance des vacances, avec un virus, on le souhaite tous, qui circulera moins. Le danger sera peut-être moins imminent, moins présent. Il faudra quand même que les Français qui ne l'ont pas été se fassent vacciner. Vous allez voir que rapidement, on va basculer de l'enjeu de est-ce qu'on a assez de doses pour tout le monde à est-ce qu'on a assez de Français qui veulent bien se faire vacciner. C'est ce que rencontrent certains pays, les États-Unis par exemple, dans certains États américains, qui, lorsqu'ils ont commencé à relâcher les gestes barrières ou le port de masque, ont commencé à dire c'est plus la peine de se faire vacciner. Ce serait une erreur collective. Mais est-ce que vous avez assez communiqué là-dessus de façon positive? Il y a eu quelques spots télé, mais quand même assez peu fréquents. Et donc, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de temps mis à être convaincu et à vouloir convaincre les autres. Il y a quelques mois, Routel Krief, il y avait à peine 40% au mieux des Français qui souhaitaient se faire vacciner ou qui avaient confiance dans le vaccin. Nous avions tablé, pour être tout à fait transparent avec vous, sur peut-être 60% d'adhésion des Français par classe d'âge à la vaccination. Et on voulait monter aux 70%. On va atteindre les 80% Routel Krief d'une classe d'âge qui s'est fait vacciner. On part de 40 qui souhaitent se faire vacciner. On va dépasser les 80 de personnes qui sont vaccinées. Donc ça veut dire que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les Français, ils sont un peu comme saint Thomas, ils ne croient pas sans avoir vu, ils émettent des doutes, ils critiquent. C'est ce qui fait notre force collective. Encore une fois, je n'en fais pas un handicap. Mais au fond, on est sérieux, on est solide, courageux et on fait ce qu'il faut pour nous protéger. Il reste encore un doute là sur le pass sanitaire. Ça fait peur, c'est un mot comme ça qui suscite des réactions à l'Assemblée, au Sénat, chez les Français. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est indispensable et que ça va être finalement familier dans notre vie pour les grands événements notamment? Le pass sanitaire, si je devais résumer en une phrase, ça permet d'éviter à des Français qui sont vaccinés ou qui ont attrapé le Covid et qui sont immunisés de devoir faire un test antigénique ou un test PCR avant de rentrer dans des grands événements. C'est tout ce que ça permet. Et donc ça nous permet aussi de rouvrir un peu plus vite certains grands événements à fort brassage. Le pass sanitaire, il n'est pas nécessaire du tout pour rentrer dans ce café. Il n'est pas nécessaire pour rentrer dans le cinéma du coin ou chez le fleuriste. Le pass sanitaire, il sera utile si je vais dans un grand salon avec des brassages de population, avec une forte concentration de personnes à l'intérieur. Ça me permettra aussi, quand j'irai dans ces salons, de me dire que les personnes autour de moi, elles ne sont pas à risque de me contaminer, donc je me sentirai aussi plus tranquille. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. Si je ne suis pas vacciné,
je pourrais toujours entrer dans ces événements. Il faudra que je montre que je ne suis pas contaminé, c'est-à-dire qu'il faudra que je passe un test. Et cela, les Français en ont pris l'habitude aujourd'hui. Il y a eu une forme de malaise quand même avec les soignants parce qu'ils ont eu l'impression que vous les avez abandonnés parfois, qu'ils étaient seuls à lutter contre l'épidémie et qu'il y avait encore une fois des considérations plus politiques. Est-ce que vous leur dites aujourd'hui, on a pensé à vous à chaque instant? Moi, j'ai été au contact des soignants à chaque instant. Le Premier ministre Jean Castex, le Président de la République ont été au contact des soignants extrêmement régulièrement. Vous savez, les soignants, au-delà de toute l'estime que je leur porte, c'est ma famille, les soignants. Et j'en fais partie, j'en suis très fier. Et au-delà de l'estime que les Français leur portent, on a fait des gestes, on a fait des actes et on continue de les faire et je continuerai d'en faire dans les prochains mois. Est-ce qu'il y en aura à venir? Vous avez ici, c'est l'avenue de Ségur. Et le Ségur, aujourd'hui, ça parle à tous les soignants. Le Ségur, c'est 9 milliards d'euros de hausse de salaire à l'hôpital pour plus d'1,5 million de soignants. Ce sont des infirmiers et des infirmières qui vont, pour certains, toucher 500-600 euros de plus par mois net à la fin de leur carrière. Le Ségur, c'est 19 milliards d'euros grâce au plan de relance européen, 19 milliards d'euros pour construire des hôpitaux, moderniser des hôpitaux, des EHPAD. Et le Ségur de la santé, c'est permettre aux soignants de se réorganiser dans la façon de faire des soins à l'hôpital, en restaurant des services hospitaliers, en ayant plus voix au chapitre, en étant plus à l'écoute. C'est la modernisation, c'est la numérisation, on transforme. Je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de déplacements à l'hôpital avant le Ségur. Ça a changé vraiment? J'en ai fait beaucoup après le Ségur, oui, ça a changé. Chaque semaine, j'allais dire c'est un rêve pour un ministre, mais en tout cas c'est un vrai bonheur, sincère, chaque semaine de pouvoir aller dans un territoire de France, rural ou urbain, et leur annoncer un nouvel hôpital. Et vous savez, quand vous l'annoncez, il y a de l'émotion chez les gens, parce que ça fait souvent des décennies qu'ils l'attendent. Qu'est-ce que vous regrettez de cette période? C'est-à-dire, quels sont les moments où vous dites, ben là j'ai fait une erreur, ou là c'était trop dur, j'y suis pas arrivé? Là, vous voulez m'emmener, je comprends ça, sur une trajectoire qui serait celle du bilan. Ce serait considérer que mon action serait achevée dans la crise virale. En fait, ce serait une erreur pour moi de vous répondre sur cette question, Routel Kriev. Non pas que je ne puisse pas avoir des regrets ou des bons ou des mauvais souvenirs, c'est que je suis encore dans la gestion de la crise. Et je ne veux surtout pas laisser à penser aux Français que ce serait terminé complètement derrière nous. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de la gestion de la pandémie. Nous sommes toujours dans la gestion de la circulation du virus. Il y a toujours des personnes qui tombent malades autour de nous. Je ne dis pas ça pour faire peur, et les Français le savent, je crois, sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes capables de vivre mieux avec le virus, d'ouvrir davantage les portes et les fenêtres et de retrouver de la vie. Mais mon action à la tête de ce ministère, mon action dans la gestion de crise, mais aussi, vous l'avez cité, pour l'hôpital ou dans le champ des solidarités, parce que les solidarités ont été plus nécessaires que jamais dans cette crise, elle n'est pas terminée. Donc il n'est pas temps de faire ce bilan. Vous nous voyez comment à l'automne, avec quand même la crainte d'une 4e vague où vous nous dites on est quasiment sûr qu'on va l'éviter? Je pense que en novembre ou décembre prochain, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'automne ou à l'approche de l'hiver, s'il n'y a pas eu de nouveaux variants dans des contrées lointaines, parce que nous aurons suffisamment vaccinés, et que nous ne voyons pas émerger de vagues épidémiques, alors nous pourrons véritablement considérer que la pandémie est sans doute derrière nous. Novembre, je suis décembre. prudent. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à novembre-décembre, on va vivre dans la peur du virus ou avec des normes. Mais ça veut dire que, souvenez-vous l'été dernier, Routel Kriev, le mois de mai se passe bien, juin, il y a la Mayenne, juillet, il y a la Guyane, mais en métropole, les choses se passent bien, le virus circule peu, on est dans l'insouciance. Certains experts vous disent que finalement, c'est terminé. Et à la fin du mois d'août et au mois de septembre, émergent des diffusions de virus dans les Bouches-du-Rhône. Ça n'a pas été un moment très simple. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça n'a pas été un moment très simple, y compris pour moi d'ailleurs, parce que vous m'interrogiez, que d'aller au cœur de l'été dire aux Français, attention, c'est pas fini, c'est en train de repartir ici. Donc, nous devons rester prudents, mais vivre, évidemment, pas vivre dans la peur. Revenir. Vous me dites novembre, décembre, on pourra savoir et se dire, peut-être que c'est derrière nous, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut suffisamment de recul. Et on sait que la période automnale est propice à la circulation des virus, est à risque de déclencher des vagues épidémiques, que ce soit d'ailleurs du Covid ou de la grippe. Mais s'agissant du Covid, oui, il nous faut ce recul-là nécessaire pour nous dire c'est derrière nous. Est-ce que du coup, les Français, à votre avis, vont se dire ah, ces hommes politiques, ce gouvernement, bon, ils ont bossé dur pour nous aider à traverser ce cauchemar, ou au contraire, ils vont se dire ah, on ne peut plus les voir, c'est fini, on ne veut plus les voir? Moi, je crois que ce que les Français ne veulent plus voir, c'est le virus.
Et je vais vous apprendre quelque chose. Moi non plus, je ne veux plus le voir le virus. Et les équipes autour de moi non plus ne veulent plus voir le virus. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas que quelque chose soit autour de nous que forcément il disparaît. On se donne les moyens pour le faire. Et c'est le travail que nous menons. Et nous n'abandonnons personne. Si nous sommes ici dans un café dont la terrasse est ouverte aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a, pardon pour l'expression, a fait sauter la banque avec le quoi qu'il en coûte. Parce que nous avons été capables de payer les salaires de millions de Français qui ne pouvaient pas travailler, parce que nous avons soutenu économiquement les cafés, les commerces, etc. Donc c'est cet État protecteur, c'est ce bilan social aussi qu'il nous faut désormais valoriser et poursuivre dans la durée. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce qu'ont ressenti les Français? Parce qu'il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu leur année universitaire, leur année scolaire, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très seuls. Ces désespoirs, ils vont s'exprimer, à votre avis, sur le plan politique, sur le plan de la société? Puisque vous m'interrogez sur l'avenir, il y a beaucoup de grands enjeux qui sont devant nous. Je vais juste vous en citer quelques-uns qui rejoignent votre question. La santé mentale. Il y aura des assises de la santé mentale souhaitées par le président de la République qui se tiendront juin-juillet et qui vont nous permettre d'apporter une réponse supplémentaire. Des réponses ont déjà été apportées, le chèque psy pour les étudiants, le chèque psy pour les enfants, le recrutement de psychologues, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui se sont déployées partout, le Ségur de la santé. Il y a le sujet du Covid long, c'est-à-dire toutes les personnes autour de nous qui ont attrapé le Covid, qui ne sont pas nécessairement allées à l'hôpital, qui n'ont pas forcément des lésions pulmonaires, mais qui présentent des séquelles, de la fatigue, parfois des douleurs, de l'essoufflement. Tous les réseaux en médecine de ville et hospitalière sont en train de se structurer pour accueillir ces personnes, les mettre dans un parcours de soins, de réhabilitation, de réadaptation à l'effort, leur permettre de retrouver le travail. Beaucoup de gens qui ont eu le Covid n'ont pas retrouvé le chemin du travail. Ça aussi, c'est un sujet qui est devant nous. Et puis, c'est aussi l'État qui protège et qui répare. Nous avons soutenu comme jamais les associations dans le champ de la solidarité, 100 millions d'euros avec le plan de relance. Il faut continuer d'aider ces associations. À quoi va ressembler le tissu associatif, les nouvelles solidarités qui vont se développer en post-crise Covid? Rien que dans le périmètre de mon ministère, vous voyez que les enjeux sont déjà énormes et qui vont nous occuper pendant les prochains mois. Mais du coup, est-ce que le macronisme, les réformes, comme les a proclamées le président, tout ça c'était un peu en pause avec l'épidémie. Est-ce que du coup il faut reprendre ce rythme-là, des réformes, tambour battant, une fois que l'épidémie sera derrière nous, ou au contraire, il faut peut-être un peu cajoler les Français, les laisser se reposer de ce choc et de cette traversée difficile? D'abord, si je devais définir le macronisme, je dirais que c'est un État qui libère, mais c'est aussi un État qui protège. L'État qui libère, nous l'avons montré pendant les premières années du mandat, avec des transformations très importantes dans notre société. L'État qui protège, c'est le quoi qu'il en coûte. S'il ne fallait qu'un exemple. On est là quand il faut être là. Tous les soins qui sont pris en charge gratuitement, les tests, les vaccins, les hospitalisations, les Français n'ont rien eu à payer. Ça, c'est l'État qui protège et il est bon de s'en rendre compte. C'est une chance qu'a notre pays et que n'ont pas eu les voisins autour de nous. Ensuite, les réformes ne se sont jamais arrêtées, Routel Krief. Elles ne se sont jamais arrêtées. Certaines réformes ont été ajournées pour plus tard. Parce que ça veut dire qu'elles vont l'état de la société n'était pas prêt. Ça veut dire qu'elles vont reprendre, que vous allez faire la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la dépendance, etc. La réforme de l'assurance chômage, elle est faite. La réforme de l'autonomie, nous la portons avec Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée à l'autonomie. Nous la portons et nous la porterons à son terme, parce que c'est un souhait aussi pour les Français, que c'est une réforme sociale importante. D'ailleurs, elle a commencé, puisque le Ségur de la santé, c'est des milliards d'euros aussi pour les EHPAD et donc pour les personnes âgées, les gens qui travaillent au contact des personnes âgées. Nous transformons, il y a eu moins de bandes médiatiques, moins d'espace dans l'opinion publique pour être aussi attentif aux réformes. Regardez la réforme sur l'écologie. 3 semaines de débat à l'Assemblée nationale. Dans un autre monde où il n'y aurait pas eu le Covid, on aurait beaucoup plus parlé de cette transformation, de cette réforme qui est importante pour l'avenir de notre planète et de notre pays. Nous en avons moins parlé parce que l'attention était ailleurs, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas réformé. Donc ça continuera et tambour battant, on enchaîne dans les semaines qui viennent? On continue, c'est pas qu'on enchaîne. Aujourd'hui, il y a un rassemblement de policiers qui veulent protester contre l'insécurité, contre les différents incidents et drames qui les ont touchés. Gérald Darmanin, votre collègue, le ministre de l'Intérieur, va se rendre au rassemblement. Vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est un rassemblement de policiers qui aspirent à de la sécurité et au respect. Et je vais vous dire une chose, il faut qu'on protège ceux qui nous protègent. Et l'État doit protéger ceux qui nous protègent. Quand vous avez des policiers qui se font quasiment accompagner quand ils rentrent chez eux parce qu'ils se sentent parfois menacés, quand vous avez des policiers qui se font agresser, qu'on leur manque de respect,
qu'on ne les écoute pas suffisamment, alors qu'ils sont là pour faire respecter l'ordre dans la société, et que l'ordre dans la société est fondamental, c'est aussi la clé du vivre ensemble. Il est normal de venir à leur soutien. Gérald Darmanin est leur ministre, il est à leur côté, dans l'action qu'il conduit à la tête de son ministère, mais aussi dans des moments importants pour eux, comme aujourd'hui, ça ne me choque pas. S'il y avait une manifestation de soignants, vous iriez? Mais vous savez, moi j'ai manifesté mon soutien aux soignants tous les jours, en allant à leur contact, en travaillant aussi avec eux et en mettant la blouse quand il le fallait. Mais la plus grande manifestation de soutien que j'ai apportée aux soignants, c'est le Ségur de la santé. C'est les revaloriser, c'est leur donner plus de liberté. Et c'est changer, c'est transformer leur façon de travailler. Hier, par exemple, j'ai annoncé aux kinés que désormais ils auraient le grade master qu'ils attendaient depuis 15 ans. Je leur ai annoncé que désormais ils pourraient prescrire de la radiologie ou des médicaments antalgiques, qu'on change leur profession, qu'on les transforme. C'est-à-dire qu'on tient compte du fait que dans la crise, les soignants ont montré qu'ils savaient faire. J'avais aucun doute, mais ils l'ont montré à la face du monde, si je puis dire. Et donc on reconnaît cela par les activités, par les actions que nous menons. Il y a beaucoup de vocations aussi qui sont en panne. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent ce métier parce qu'il a été très dur et que pendant l'épidémie, il a été très dur. Bien sûr, c'est exigeant. On ne peut pas en vouloir à des soignants qui sont fatigués. Au contraire, il faut les accompagner, les écouter, leur donner plus de moyens, ce que nous faisons. Dernière question, quelles leçons sur l'organisation de l'État, sur les structures? Parce que ce rapport de Didier Pittet, le professeur suisse, il dit la France a souvent mal démarré dans sa réaction et ensuite c'est bien rétabli, a bien rectifié le tir. Est-ce que ça veut dire que l'organisation des administrations, l'organisation de l'État a failli et qu'elle n'a pas bien vu, elle n'a pas bien fait de la prévention, elle n'a pas bien anticipé et elle a été obligée un peu de redresser le tir à chaque fois? C'est peut-être le sentiment qui nous reste. D'abord, une crise, si elle survient, c'est que par définition, elle n'était pas anticipable. Sinon, il n'y a pas de crise. Et tous les pays au monde ont été pris de court par l'arrivée de cette pandémie très forte et très violente. Et tous les pays ont été obligés de prendre des systèmes d'adaptation. Nos hôpitaux ont tenu, Routelkreef. On n'a pas eu les scènes avec des malades, avec des bouteilles d'oxygène dans les voitures, quand bien même certains médecins l'écrivaient, qu'ils le redoutaient. Ça n'est pas arrivé. Ce que dit le rapport Pittet qui est très intéressant, c'est que la capacité d'adaptation de notre système a été remarquable. Ils l'écrivent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des embûches, on a été capable de faire face. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience, et ça ne veut pas dire que nous ne devons pas consolider nos administrations au niveau national et dans les territoires, dans la durée. Moi, je m'inscris dans le discours du président de la République qui souhaite plus de services de proximité pour les Français, ce fameux dernier kilomètre, renforcer l'échelon départemental, être encore plus en lien et être encore plus réactif au cœur des territoires. Ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, il sera temps, et je le ferai, de faire le bilan de l'action de nos différentes structures au niveau national, de toutes les agences d'État qui fonctionnent et qui pilotent cette crise sanitaire. Mais je retiendrai, vous savez, de cette crise aussi, cette image des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues du secteur public, du secteur privé, spontanément, parfois même bénévolement, jour et nuit, nous dire « moi j'ai cette compétence et je viens vous prêter main forte ». Mais il y a eu quand même des retards. Je vous donne juste un exemple pour finir. La quarantaine pour les pays à risque. Le contrôle aux frontières dans certains cas. On a vu que c'était insuffisant au début, puis après on rectifie. Il y a toujours eu un temps de retard. Il y a, Routelkreef, un constat, c'est que la France était le premier pays à fermer la frontière avec l'Angleterre, à fermer la frontière avec l'Inde, à fermer les frontières avec un certain nombre de pays au sein même de l'Union européenne. Au sein même de l'Union européenne. D'ailleurs, on a pu nous le reprocher en disant que vous avez bougé avant les autres pour fermer les frontières ou pour instaurer des contrôles très forts. Le risque zéro n'existe pas. Nous sommes dans un monde qui est ouvert. Et c'est ce qui nous a aussi permis d'avoir des médicaments, des vaccins, ce qui permet à l'Europe d'être le premier pays producteur et en même temps le premier pays exportateur et de protéger l'Afrique, de protéger l'Amérique du Sud. Parce que si on ne les protège pas, non seulement ça les met en danger, et ce n'est pas très humain, mais en plus, nous prenons le risque que de nouveaux variants émergent et ensuite viennent en Europe. Donc, dans ce monde ouvert, nous devons toujours ajuster en fonction des risques tels qu'ils surviennent. En France, nous avons la capacité, cette chance, cette force de faire du séquençage des génomes viraux. C'est-à-dire que nous sommes capables d'identifier des variants lorsqu'ils arrivent. L'Inde, c'est plus compliqué. Donc lorsque l'Inde nous dit « Ah, on a identifié un nouveau variant », il est déjà en train de circuler sur la planète. Donc fermer les frontières ne permet pas au virus d'arriver. Par contre, fermer les frontières permet d'éviter l'expansion du virus et nous permet d'être plus efficaces dans notre tester, alerter, protéger. C'est vraiment cela qui est à chaque fois notre boussole, prendre les décisions qui freinent la circulation du virus, ne nous exposent pas, ne nous mettent pas en danger, mais qui ne nient pas non plus que nous sommes dans un monde ouvert et que ce monde ouvert, il a beaucoup d'avantages pour les Français au quotidien. Voilà, notre café est terminé, vous l'avez pris, vous allez retourner au travail. Et ce que je comprends, c'est que vous dites, attention, ce n'est pas fini, on reste vigilant, mais on profite quand même. On profite aujourd'hui, on profite dans les semaines qui viennent. Bien sûr qu'on profite, on retrouve de la vie progressivement, mais on se dit
Et on garde dans un petit coin de son cerveau, non pas on ne vit pas dans le stress permanent, mais on garde dans un petit coin de sa tête que si on veut profiter dans la durée, on a les clés. La responsabilité de chacun. La responsabilité de chacun et de tous. Merci beaucoup, merci Olivier Véran Merci de nous avoir Hôtel accordé cet instant. Vous allez retourner donc à votre ministère, au Conseil de défense. Merci.